Très bien. Merci à tous. Maintenant, Trevor, pourriez-vous nous parler de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande? Avez-vous une actualité particulière ces derniers jours ou ces dernières semaines, ou voulez-vous parler de manière plus générale? Je voudrais parler un peu d'histoire pour montrer à quel point c'est une affaire qui remonte. En 1984, la Nouvelle-Zélande faisait partie de l'alliance militaire Australie-Nouvelle-Zélande-États-Unis, qui était en quelque sorte un sous-ensemble de l'OTAN. Cette année-là, nous avons élu un gouvernement travailliste socialiste qui a interdit l'accès de nos ports aux navires de guerre nucléaires. Cela détruit l'alliance militaire. J'ai interviewé un homme qui avait participé aux négociations. Il avait infiltré notre parti communiste soviétique pour le compte de notre sécurité. En 1983, il a suivi une formation à l'Institut d'enseignement supérieur de Lénine, à Moscou. C'est là qu'ils ont élaboré leur plan. Ils voulaient détruire l'OTAN, mais Reagan et Thatcher étaient trop forts. Ils se sont donc dit qu'ils allaient retirer la Nouvelle-Zélande de l'alliance nucléaire, ce qui encouragerait le mouvement pacifiste européen. Ils ont donc rassemblé suffisamment de personnes au sein du Parti travailliste néo-zélandais, du mouvement pacifiste néo-zélandais et des syndicats qu'ils contrôlaient. Ils ont réussi à faire adopter cette loi en quelques mois. C'est là la véritable clé du communisme en Occident. La plupart des initiatives du Parti social-démocrate allemand, du Parti socialiste français, du Parti travailliste britannique, du Parti libéral canadien et du Parti démocrate américain trouvent leur origine dans le mouvement communiste. Les communistes ont une idée, qu'il s'agisse d'un accord nucléaire avec l'Iran, d'un système de santé socialisé aux États-Unis, etc. Ils forment les communistes américains à cette idée, et les communistes américains en font une politique syndicale. Puis, les syndicats en font une politique démocrate. Ainsi, sous Obama, les communistes dirigeaient l'Amérique. Sous Biden, les communistes dirigent l'Amérique. Ils ont pu influencer notre politique en Nouvelle-Zélande. Et la plupart des Néo-Zélandais n'en ont toujours pas la moindre idée. Nous venons donc d'avoir un Premier ministre marxiste, Jacinda Ardern, qui a imposé à la Nouvelle-Zélande un confinement à la chinoise. C'était une maoïste marxiste. Puis nous avons eu le Premier ministre maoïste, lui aussi, Chris Hipkins, juste après elle. Et heureusement, nous avons maintenant un Premier ministre conservateur. Mais nos conservateurs sont des sociaux-démocrates européens. Ce ne sont pas des conservateurs comme les conservateurs américains. Mais en Australie, vous avez maintenant un Premier ministre marxiste à part entière, en la personne d'Anthony Albanese. En 1990, le Parti communiste australien s'est dissous et est devenu une organisation appelée Search Foundation. Il s'agissait d'une organisation à but non lucratif qui a repris les actifs de l'ancien Parti communiste et qui a ensuite lancé un programme conscient pour infiltrer le Parti travailliste australien et les Verts australiens, le Parti des Verts. Aujourd'hui, Anthony Albanese est leur homme à 100%. Plusieurs membres de son cabinet sont issus de la même organisation. Le chef du mouvement syndical australien est issu de la Search Foundation. Il contrôle à la fois le Parti travailliste australien et le Parti vert australien, qui sont maintenant au gouvernement. Il tente actuellement de trouver un moyen d'annuler l'accord AUKUS, par lequel le précédent Premier ministre australien, le conservateur Scott Morrison, a accepté d'acheter 4 sous-marins nucléaires aux Américains pour se protéger contre la Chine. Anthony Albanese fait de son mieux pour trouver un moyen discret d'annuler cet accord. Il se rend en Chine tous les 2 mois. Il travaille dans l'intérêt de la Chine. Mais comme beaucoup de ces gauchistes le font aujourd'hui, parce qu'ils soutiennent encore une sorte d'économie semi-libre, la plupart des gens ne comprennent pas ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Dans la plupart des pays occidentaux, les communistes ne se préoccupent pas tant de l'économie que de la politique étrangère et de défense. Nous pouvons donc avoir une économie relativement libre et relativement développée, ce qui rend les gens heureux, tandis que les gouvernements de gauche s'efforcent de détruire nos alliances militaires, de dégrader nos armées et de nous relier aux Russes et aux Chinois.
La Nouvelle-Zélande et l'Australie sont tout à fait dans ce camp. Les Britanniques ne devraient-ils pas s'impliquer davantage en Australie et en Nouvelle-Zélande si l'on observe un tel niveau d'activité communiste? Eh bien, nous étions sous contrôle communiste dans les années 80. Je ne pense pas que Rishi Sunak, le Premier ministre anglais, dont on m'a dit qu'il avait été mis en place avec l'aide des Chinois et qui est sur le point de perdre son poste au profit d'un parti travailliste de gauche, qui n'est pas beaucoup mieux que le parti travailliste de Jeremy Corbyn. Je ne pense pas qu'ils comprennent vraiment ce qui se passe dans les soi-disant colonies. Les Anglais n'ont certainement rien fait à ce sujet dans les années 80, lorsque nous avions un gouvernement communiste en Nouvelle-Zélande. Ils se sont contentés de faire un pied de nez aux Américains, mais cela n'a eu aucune conséquence économique réelle. Je pense donc que les Européens doivent comprendre que les pays occidentaux, le Canada, les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont tous pénétrés au plus haut niveau par la Russie et par la Chine. C'est la seule chose qui explique leur comportement. Trevor, je voudrais que vous réagissiez à certaines actualités que j'ai vues en Australie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du commissaire à la sécurité électronique australien. Ce bureau de sécurité électronique a censuré Chris Billboard pour avoir dénoncé Teddy Cook, une personne transgenre qui s'est coupé les seins, a publié des images de bestialité, fait la promotion du bondage et du chemsex, et qui fait également partie d'un groupe d'experts de l'OMS chargé d'élaborer des lignes directrices en matière de soins de santé. En avez-vous entendu parler? Non, je n'en ai pas entendu parler, mais cela ne me surprend pas du tout. Le gouvernement australien est aussi politiquement correct que possible. L'Organisation mondiale de la santé est contrôlée par Tedros, le communiste marxiste éthiopien. Mais le chef de l'unité de conformité, qui est constitué de psychologues sociaux et qui sera chargé de nous faire respecter les règles lors de la prochaine pandémie, est une Britannique du nom de Susan Mickey, une militante vétéran du Parti communiste britannique âgée de 60 ans. Elle est à la tête de l'unité de santé comportementale. Il s'agit d'une psychologue sociale, d'une spécialiste des comportements. Elle faisait partie de la royauté communiste. On l'appelait la nounou de Staline au sein du Parti communiste. Elle était membre du Parti communiste britannique. Elle a applaudi l'invasion de la Tchécoslovaquie par les soviétiques. Et maintenant, elle est à la tête de l'unité comportementale de l'OMS. Elle est entièrement acquise à la Chine communiste, et nous devons donc comprendre pourquoi l'OMS émet les décrets qu'elle émet. Et c'est ce que nous ferons à l'avenir. Si nous avons une autre pandémie, la réponse sanitaire mondiale sera dirigée par Tedros, Susan Mickey et Xi Jinping. Alors, il y a une autre actualité sur la sénatrice australienne Jackie Lambie, qui a déclaré le 23 avril qu'Elon Musk devrait être mis en prison et qu'il ne devrait pas avoir le droit de créer de la haine sur sa propre plateforme idéologique X, donc ex-Twitter. Elle a ajouté qu'elle est très intéressée par ce que le gouvernement américain fait avec TikTok, parce qu'ils essaient de se débarrasser de cette plateforme également. Mais il s'agit de la même sénatrice cinglée qui s'est lancée dans une diatribe haineuse contre les personnes non vaccinées en novembre 2021. Ce n'est donc pas contre le PCC et contre TikTok, mais contre tous les réseaux sociaux, et en particulier Twitter. Qu'en pensez-vous? Au Canada et en Australie, il y a une véritable guerre contre la liberté d'expression. C'est aussi le cas dans la plupart des pays européens. La Nouvelle-Zélande a un peu résisté. Le Premier ministre marxiste néo-zélandais était sur le point d'introduire beaucoup de choses de ce genre. Mais cela a été repoussé parce que nous avons eu un gouvernement conservateur il y a quelques mois. Mais le fait est que la Russie et la Chine ne pourraient pas faire ce qu'elles font aujourd'hui si elles n'avaient pas pénétré les gouvernements occidentaux au point où elles l'ont fait.
Susan Mickey s'occupait de la réponse Covid pour Boris Johnson. C'est une communiste stalinienne, ouvertement reconnue comme telle. Et Boris Johnson suivait ses conseils sur la manière de traiter le Covid, virus chinois. Nous devons comprendre que si nous voulons sauver nos pays, nous devons expulser ces gens de notre système, parce que nous sommes profondément infiltrés. Alors, qui veut réagir à cela? Alors, permettez-moi de faire un bref commentaire à ce sujet. En ce qui concerne la guerre biologique, les gens ont encore l'impression qu'une pandémie doit être très mortelle, comme la petite vérole que les Soviétiques avaient comme arme biologique. Lorsque les Américains, après la guerre froide, sont allés inspecter certains de ces sites d'armes biologiques dans des endroits comme le Kazakhstan, ils ont été stupéfaits de constater l'ampleur du programme soviétique, qui était environ 10 fois plus important que ce que l'on supposait auparavant. Et des transfuges ont parlé de ce programme d'armes. Si nous sommes frappés par des armes à base de petites véroles, nous saurons bien sûr qui en est l'auteur. Mais si vous avez des élevages de fourrure en Chine qui n'ont pas changé depuis le Covid, virus chinois, si vous avez ces marchés ouverts où vous pouvez acheter toutes sortes de viandes, et si vous avez toujours ces grottes de chauves-souris et tout le reste, cela permet à la Chine de nier de manière plausible l'existence de ce programme. Cela permet à la Chine de nier de manière plausible que certains de ces pangolins africains sont expédiés en Chine et vendus là-bas. Il est possible de créer toutes sortes de dénis plausibles. Il est en effet stupide d'utiliser ou de concevoir une arme et tout le monde sait qu'il l'a fait, ou a une idée assez précise de qui l'a fait. Mais s'il s'agit d'une origine naturelle, d'un accident ou d'une simple erreur d'inattention, personne ne peut vraiment attribuer l'attaque. C'est exactement lorsque les autorités américaines ont parlé du problème d'attribution dans le cas des cyberattaques. C'est la même chose avec certaines attaques biologiques. Il est difficile de remonter à la source. Et comment réagir politiquement et militairement lorsque l'attribution n'est pas sûre à 100%? Je pense donc que cela joue un rôle dans la stratégie de la Chine. Par ailleurs, Al-Qaïda et d'autres groupes islamistes disposent de tous ces réservoirs naturels de virus, les chauves-souris, mais aussi les chameaux, et des maladies telles que le MERS. C'était juste après la disparition du Covid que les principaux scientifiques allemands ont parlé du MERS, une maladie qui provient des chameaux, mais qui peut se transmettre à l'homme ou qui peut être modifiée pour se transmettre à l'homme. Il en va de même pour Israël. Si Israël est frappé par une arme biologique traditionnelle, il peut répondre par une autre arme biologique. Mais s'il s'agit d'une maladie du chameau ou de la chauve-souris, personne n'en revendiquera la paternité. Ou peut-être que de fausses traces sont relevées et que des groupes étranges revendiquent cette attaque. Ils en revendiquent la responsabilité, mais il pourrait s'agir d'une véritable supercherie. Jeff, avez-vous quelque chose à rajouter? Alors, il est intéressant de constater que le modèle d'infiltration communiste en Allemagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Amérique du Sud, aux États-Unis et en France est très similaire. Dans chacun de ces pays, le communisme a été toléré dans les universités, puis dans le système politique, et quiconque s'y oppose, en le considérant comme un ennemi, qui nous subvertit, est mis à l'index par l'histoire, comme l'a montré le livre de Stanton Evans sur McCarthy, intitulé, attendez, je cherche le titre, j'ai juste oublié, Blacklisté par l'histoire. Si vous êtes anticommuniste, les gens se moquent de vous, ils disent du mal de vous et ils pensent que le communisme est inoffensif. Aujourd'hui, nous avons évolué et la jeune génération pense qu'il n'y a rien de mal à avoir des idées communistes. Nous avons eu un cadet diplômé de West Point qui était ouvertement communiste. Et je crois savoir qu'il a été exclu de l'armée américaine. Mais ces gens sont des ennemis du système.
ils ne sont pas des amis du système ni nos amis. On pourrait dire qu'un communiste est une personne tout à fait sympathique, mais que ses idées sont un poison, car si vous les mettez en pratique, elles conduisent à des meurtres de masse, à l'appauvrissement de nations entières, à la destruction et à la famine. C'est une porte ouverte à tous les psychopathes qui peuvent dire « Au nom du peuple, je dois tuer tous ces gens ». Voilà ce que cela signifie, et les gens ne reconnaissent pas le danger du communisme. Le problème, c'est le socialisme. Si vous êtes contre le socialisme, eh bien, vous n'avez pas de cœur. Vous êtes juste un affreux droitard, un nazi ou autre. Même si les communistes travaillent vraiment avec les nazis et diffusent des idées nazies pour les aider à prendre le pouvoir dans différents endroits. Mais la réalité, c'est que tout cela, dans tous les pays, a détruit non seulement la capacité à défendre nos cultures au sein de la société, mais aussi progressivement notre capacité à défendre nos pays, qu'il s'agisse des États-Unis ou de l'Australie. J'ai entendu dire que l'armée australienne était dans un état lamentable, tout simplement lamentable, elle est tellement à la traîne. Au Canada aussi. Donc l'Amérique est la seule à être en meilleur état et nous savons à quel point elle a été maltraitée par les administrations Biden et Obama. Jean pourra nous parler de la France. Nous n'avons pas encore entendu parler beaucoup de la France, mais la situation est mauvaise dans tous les pays. Et nous devons nous rendre compte de ce qu'est l'ennemi commun et nous devons nous rassembler contre cet ennemi. Oui, alors avant de laisser la parole à Alexander pour qu'il nous parle de l'Allemagne, je voulais dire quelques mots sur Elon Musk. Parce que le problème avec les communistes, c'est qu'ils sont partout et des deux côtés maintenant. Donc Elon Musk est devenu ce héros de la liberté d'expression. Il a acheté Twitter, non pas pour l'argent, non pas pour la gloire, mais pour défendre la liberté d'expression. Qu'a-t-il fait? Tout d'abord, il a réintégré des comptes comme celui d'Andrew Tate, un perroquet des Russes hautement toxique, anti-occidental et musulman. Il a ensuite réintégré Alex Jones. Ça a pris un peu plus de temps parce qu'il a dit que lorsqu'on s'en prend à des enfants, c'est différent, avec l'affaire Sandy Hook, mais il a fini par le faire. Alors maintenant, qui est Elon Musk? C'est un héros, soi-disant de droite, libertarien, mais qui votait il y a encore peu pour Joe Biden. Et maintenant, que fait-il? Ou qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a pris beaucoup d'argent de l'État américain pour faire passer le discours russe et chinois sur le changement climatique avec le véhicule électrique. Il a été le premier à le faire et maintenant tout le monde le fait, en particulier l'Union européenne, qui interdit les voitures thermiques et veut imposer les voitures électriques à partir de 2035. C'est donc une excellente opportunité pour la Chine. Elon Musk aide les Russes avec Starlink. Il pousse l'idée de la voiture électrique, qui est vraiment absurde de tous les points de vue, économique, social, sociétal même. C'est un non-sens, mais il la pousse. Et il possède une Gigafactory à Shanghai pour Tesla, comme nous le savons tous. Il a donné sa technologie aux Chinois et il dirige aussi SpaceX. C'est donc l'homme idéal pour infiltrer les États-Unis au plus haut niveau. Il n'est même pas américain, c'est un Sud-Africain. Donc quand vous ajoutez tout cela, je peux vous recommander d'ailleurs quelques vidéos critiques sur Musk. Allez sur cette chaîne appelée Thunderfoot et vous verrez tout ce sur quoi Elon Musk a menti. Et il a menti sur beaucoup de choses. Et donc il pourrait en effet être en prison. Il devrait même être en prison, pas à cause de ce que veut cette sénatrice en Australie, mais il a menti autant, sinon plus, qu'Elizabeth Holmes. Vous savez, cet escroc qui a dit qu'on pouvait faire beaucoup de choses avec une simple goutte de sang. Donc, c'est le même genre d'escroc et d'arnaqueur. Et l'histoire d'Andrew Tate, on peut faire le lien avec Candace Owens. Candace Owens est antisémite, je crois qu'on peut le dire maintenant. Et c'est pourquoi elle a été virée du Daily Wire. Et elle a aussi des liens étroits avec Andrew Tate, par l'intermédiaire de son mari, qu'elle a rencontré en 2019, et qui connaissait Andrew Tate avant qu'il ne soit célèbre.
C'est quelqu'un de très important, très riche, le fils d'un lord anglais. Il a été à la tête de Parler à un moment donné. Maintenant, je crois que Parler a dû fermer. Et j'oubliais, Elon Musk a également déclaré: je veux transformer Twitter en un WeChat occidental. WeChat étant la plateforme à tout faire en Chine. Oui, j'ai parlé avec Jeff il y a quelque temps des ancêtres d'Elon Musk. Je crois qu'il s'agissait de son grand-père. Si je me rappelle bien, il vivait au Canada et il était lié à un mouvement socialiste technocratique, qui était également lié aux universités américaines. L'idée était de présenter le socialisme d'une manière différente. Vous dites aux gens qu'il ne s'agit pas de fonctionnaires communistes qui prennent toutes les décisions, mais que ce sont les scientifiques qui vont prendre les décisions, que nous allons émettre une carte spéciale pour chaque citoyen à la naissance, et qu'avec cette carte, nous allons allouer des ressources, comme un système de crédit social en fait. Mais le fait que ce système soit géré par des scientifiques est censé lui donner un attrait auprès de l'Occident. Et donc, l'ancêtre d'Elon Musk poursuivait cette idée. Il était également présent dans les médias conspirationnistes traditionnels. Et le gouvernement canadien a fini par fermer cette organisation, si je ne me trompe pas. Le grand-père d'Elon Musk a même été arrêté en lien avec ces événements. Et en fin de compte, l'homme se rend en Afrique du Sud, dans ce système d'apartheid à l'époque, parce qu'il croit que c'est la voie à suivre. Et il publie d'autres pamphlets dans des médias conspirationnistes traditionnels. Elon Musk est en quelque sorte en pleine lune de miel avec l'idéologie. Cela se produit généralement quand on a la vingtaine, lorsqu'on est à l'université et qu'on trouve une idéologie qui correspond à notre type de personnalité. Si vous êtes du type entrepreneur, il peut s'agir du libertarianisme, qui est également infiltré par les Russes. Mais il peut s'agir d'autre chose, et cela se produit généralement au début de la vingtaine, voire à la fin de l'adolescence. Mais Elon Musk était tellement occupé à étudier et à créer ses premières entreprises qu'il a tout simplement omis cela ou qu'il s'en est désintéressé pendant longtemps, et ce n'est que ces 2 dernières années qu'il s'est intéressé à l'idéologie. Il semble qu'il soit en pleine lune de miel avec des idéologies qu'il a trouvées. Il n'est donc pas encore aussi critique qu'on pourrait l'attendre d'un homme de son âge. Normalement, quand on a des enfants, quand on est plus âgé, on voit les idéologies échouer, on apprend sur les échecs des idéologies dans l'histoire. En général, à son âge, il faut avoir une distance critique par rapport à ces récits qui sont diffusés. Et je n'ai pas encore trouvé de lien direct entre Elon Musk et son ancêtre, qui était un technocrate, c'est-à-dire que les scientifiques dirigent tout. C'est comme le socialisme, mais avec beaucoup d'Elon Musk. Nous comprenons qu'ils se sentent limités par le capitalisme. Il s'est battu avec Tesla, il est en train de se battre avec SpaceX, il perd beaucoup d'argent avec Twitter. Il veut prendre toutes sortes de décisions, mais il est entravé par les marchés, par les consommateurs, par le capitalisme en somme. Peut-être développe-t-il une animosité contre le capitalisme. Il préférerait que de nombreux Elon Musk répartissent les ressources et gèrent tout. D'accord. Alors maintenant, pourriez-vous nous parler de quelques nouvelles en Allemagne? Vous parliez de l'AfD, j'ai vu. Oui, c'est l'histoire du moment. Elle a fait la une des journaux internationaux, bien sûr, car elle s'est produite au cours des 12 à 24 dernières heures. Une arrestation très importante a eu lieu et elle concerne le proche assistant du principal homme politique d'extrême droite. Il s'agit de Maximilian Krah, du parti AfD.
Il se présente aux élections et souhaite jouer un rôle important au Parlement européen dans les années et les décennies à venir, si possible. C'est ainsi que son assistant proche est arrêté pour des accusations d'espionnage liées à la Chine. Alors nous savons déjà que M. Kra est un grand admirateur de la Chine. Il lui pardonne pratiquement tout, il veut que l'Allemagne se rapproche de plus en plus de la Chine et qu'elle s'éloigne des États-Unis pour se rapprocher de la Chine. En Allemagne, les lois concernant l'espionnage sont très faibles. S'il s'agit d'un cas grave, ce qui est le cas d'après l'acte d'accusation, un cas grave d'espionnage peut vous valoir jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Pour les Américains, cela ressemble à une blague de mauvais goût, car c'en est une. Mais il en a toujours été ainsi pendant la guerre froide. Nous avons eu des traîtres vraiment importants, ils passent quelques années en prison, puis ils sont échangés ou remplacés par quelqu'un d'autre, et ils se rendent dans leur pays respectif où ils reçoivent un traitement princier. Lorsqu'il s'est rendu aux États-Unis, le FBI l'a détenu et l'a interrogé au sujet de messages évoquant la réactivation d'un ancien système de compensation. Il est donc possible que de l'argent ait été versé par un activiste pro-russe aux États-Unis. Il s'agit donc d'un grand bouleversement en ce moment, car le parti AfD a gagné beaucoup de terrain. Et c'est une situation que nous observons depuis un certain temps. La dirigeante du parti, Alice Weidel, a passé quelques années en Chine. Elle parle couramment le mandarin et elle travaille là-bas. Nous savons déjà que Xi Jinping a mis à l'écart certains responsables chinois. Ils ont tellement peur de faire quelque chose de mal qu'ils préfèrent ne rien faire. Mais cela s'est transformé en un récit selon lequel Xi Jinping est maintenant l'un des gentils, qui travaille avec la Russie, qui déteste secrètement le communisme. Et il fait maintenant partie de cette bonne alliance qui peut libérer l'Occident de la grande conspiration. Ces derniers mois, on a également appris que la Russie et la Chine coordonnaient leur propagande. Elles utilisent les mêmes récits dans le même laps de temps. Mais à un moment donné, dans un avenir proche, elles devront se montrer au grand jour et dire à leur public, en Europe et aux États-Unis, que la Chine est désormais une bonne alliée. Ils devront le faire dans un avenir proche. Ils ne l'ont pas encore fait parce que c'est difficile à vendre, surtout au public américain. Mais nous avons vu quelques ballons d'essai. Par exemple, Alex Jones, qui a essayé au moins une fois. Je l'ai moi-même vu au moins une fois à l'œuvre lorsqu'il a fait allusion à Xi Jinping. Il serait secrètement en train de lutter contre le communisme en voulant changer la Chine. L'objectif était probablement d'évaluer la réaction du public afin de voir s'il pouvait être amené à adopter ce discours petit à petit. Avant 2008, Alex Jones qualifiait Vladimir Poutine de démon du KGB. Mais après 2008, sous l'ère Obama, il a changé de discours et cela s'est poursuivi d'année en année jusqu'à ce qu'il atteigne le stade actuel où il dit que l'esprit de 1776 est maintenant en Russie et qu'ils le font mieux que nous et que nous devons apprendre d'eux, qu'ils nous permettront d'avoir une autre révolution, d'avoir un autre 1776 et de nous libérer de la conspiration des Rothschild ou je ne sais quoi. C'est aussi fou que cela quand on voit des politiciens d'extrême droite s'aligner sur la Chine publiquement. Et cet assistant qui a été arrêté, il recrutait des membres de l'AfD pour qu'ils se rendent en Chine, qu'ils participent à des conférences et qu'ils se fassent éventuellement recruter, j'imagine.
Ils se mettent en avant, ils disent simplement nous allons le faire, c'est la nouvelle normalité. Je n'ai rien vu de tel en Amérique avec autant d'effronteries, mais je suis presque sûr que cela va arriver.